Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Johan van den Dries. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, vous êtes aussi chef de file NVA au conseil communal de la ville de Bruxelles. Alors, on va d'abord parler de Bruxelles, de la ville et de son stade. Parce que c'est assez clair maintenant, du côté de la ville, on dit il n'y a pas de plan B. Du côté de la région aussi, on dit il n'y a pas de plan B. On ne pourra pas rénover ce stade, quoi qu'il arrive, sinon on risque de perdre le match d'ouverture de l'Euro 2020. Vous avez toujours été pour cette rénovation. Que répondez-vous à cela quand on vous dit ? Eh bien, en tout cas, je trouve ça très dommage parce qu'avec une telle approche, on risque d'avoir rien que donc, le championnat européen du football ne va pas avoir lieu en Belgique. Parce que c'est bien clair que, je dirais, l'Eurostade ne sera pas prêt à temps. Il faut probablement déjà maintenant 3 miracles pour qu'elle soit prête à temps. Quels sont ces 3 miracles ? Eh bien, parce que c'est surtout le temps. D'abord, il y a le permis qu'il faut avoir. Il y a des grands problèmes avec le permis. Parce que selon les spécialistes, le calcul qu'on a fait pour avoir, je dirais, une proposition qui serait favorable est un peu créatif. On a un peu joué avec les chiffres, on a un peu joué avec les allocations de surface. Mais ça doit encore venir sur le tapis dans quelques mois, au moment que Ruimte Vlaanderen va vraiment se prononcer sur cet aspect-là, parce que ça, ce n'est pas encore fait. Donc ça, c'est l'administration flamande. Hein. Oui. Et alors, donc, vous parliez de 3 problèmes. Le permis, quels sont les autres problèmes pour ce stade ? Eh bien, écoutez, on parle au fond aujourd'hui plus d'un stade football, parce que Anderlecht ne va pas y jouer, les Diables Rouges ne sont pas intéressés, et le championnat européen, c'est une grande question. Ce qui veut dire, pour qui est-ce qu'on bâtit encore ce stade ? Au début, le but était de construire quelque chose qui valait environ 50 000 mètres carrés. À l'heure actuelle, le projet en total, avec la surface du parking, le plus grand parking sous-sol du monde, on est presque à 1 million de mètres carrés. Donc, au fond, ce projet est devenu un projet classique immobilier, et on peut se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment, pour ce genre de projet, que le contribuable investit entre 250 millions et 300 millions d'euros dans un projet qui, initialement communiqué, n'allait rien coûter aux contribuables. Alors, je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous dites Anderlecht n'est pas intéressé, les Diables Rouges ne sont pas intéressés. Anderlecht, on sait qu'il y a une espèce de bras de fer entre Anderlecht et Guelamco pour savoir s'ils y seront ou pas. Ils ont quand même signé un papier disant qu'ils étaient intéressés au départ. Maintenant, vous dites les Diables Rouges n'iront pas. Vous savez, Alain Courtois, vous avez critiqué, il avait dit que vous étiez finalement l'agent au conseil communal, l'agent du président du Football Club de Bruges, et en fait, vous ne vouliez pas tout simplement de ce stade, et vous ne vouliez pas qu'on favorise Anderlecht. Est-ce que c'est une critique que vous entendez, ça ? Oui, j'ai entendu ça, mais naturellement, il n'y a rien qui est correct de ça. Moi, je ne suis pas Anderlecht. Moi, je ne suis pas le football club national. Oui. Je ne suis pas les clubs professionnels. Ce que j'entends, c'est que les clubs professionnels ne veulent pas jouer dans un seul stade. Ils voudraient qu'il y ait une sorte de rotation qui est bonne pour les différentes villes, pour les bourgmestres des différentes villes, et pas que pour une ville. Deuxièmement, Anderlecht, oui, il faut, je dirais, peut-être interroger Anderlecht. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ne sont pas intéressés parce que le modèle ne leur intéresse pas. Ça leur coûte trop cher, c'est ça qu'ils disent, effectivement. Oui, ça leur coûte trop cher, et probablement aussi le fait de louer un endroit où, oui, dans une situation où probablement les prochains 10, 20 ans, la situation professionnelle des clubs de football va tout à fait changer. Et ce n'est pas idéal d'essayer de s'adapter au développement international dans un endroit, dans une propriété qui n'est pas la sienne, parce que alors ça demande toujours des négociations.
Alors, il y a eu, en parlant un peu du bourgmestre Yvan Maillot, vous avez un conseil communal tout à l'heure, vous allez l'interpeller évidemment sur le stade, hein, c'est une espèce de feuilleton dans tous les conseils communaux. Malheureusement, oui. Oui. Et alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il a fait une déclaration dans un journal flamand, dans le Morgen, c'était « Les mosquées sont toutes salafistes à Bruxelles ». Et ça a fait du bruit, cette déclaration. Le collectif contre l'islamophobie dit que ces propos incitent à la haine. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos d'Yvan Maillot? Eh bien, au fond, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait aussi, ça me donne des problèmes parce que je ne vais pas m'exprimer sur le fait si, en effet, c'est tout à fait exact ce qu'il a dit. Mais en tout cas, en faisant cette analyse, ça me fait peur parce que non seulement au niveau de la sécurité ici, dans cette région, mais aussi pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce que lui, et pourquoi sa partie politique, qui fait déjà partie et à Bruxelles et au niveau de la région, pendant une éternité, elle faisait partie de la gestion du gouvernement et n'a rien fait. Et normalement, elle peut faire beaucoup de choses. Mais le bourgmestre, il fait une analyse et ne fait rien avec ça. Et ça me fait peur. Alors, on se pose souvent des questions sur ce que veut vraiment la NVA. Est-ce que veut vraiment la NVA à Bruxelles? J'ai posé la question à Zakia Katabi, qui était ici vendredi. Je lui ai demandé, la coprésidente d'Écolo, je lui ai demandé, mais que veut la NVA? Voici sa réponse. Où va la NVA? Le savez, vous? Alors, où va la NVA? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que la NVA nous conduit. Et moi, je suis très inquiète sur l'état dans lequel, en 2019, ce gouvernement laissera la Belgique. Alors, je vais vous dire, moi, de la NVA, je n'attends rien. Tous les jours, un peu plus, il nous montre qu'il frôle et qu'il surfe avec la ligne rouge. Là où j'ai plus d'inquiétude, c'est sur l'attitude du MR. Alors, est-ce que la NVA frôle la ligne rouge? Je ne suis pas du tout d'accord, naturellement, avec cette analyse. La NVA veut une bonne gestion, et pour les régions, comme à Bruxelles, et aussi pour la Belgique. Et les ministres font du bon travail. Ils ont réduit les coûts salariaux et ça a immédiatement donné beaucoup plus de jobs. Et le rapport de la Banque nationale est très positif dans ce sujet. Les ministres font du bon travail et j'en suis sûr qu'en 2019, l'état de lieu de, je dirais, la société anonyme Belgique va être mieux que, je dirais, il y a 4 ans. Même si les patrons flamands trouvent que ce gouvernement dort un peu, ne va pas assez vite, notamment en ce qui concerne l'impôt des sociétés qu'il faudrait baisser selon les patrons. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord avec une telle analyse et au fond... Vous êtes d'accord que le gouvernement dort un peu? Non, je suis d'accord avec le fait que les taux d'impôt doivent diminuer. Surtout, je dirais, on est en train de faire les réduire pour les personnes physiques et il faut faire la même chose pour les sociétés. Si on a vu quel impact ça a eu pour, je dirais, le niveau d'emploi et la création d'emplois, on va avoir un même effet pour, je dirais, les sociétés. Et la NVA trouve ça très dommage que les autres partenaires dans le gouvernement ne sont pas chauds pour introduire une telle réduction d'impôts. Là, vous parlez évidemment du CDNV qui aimerait bien obtenir une taxe sur les plus-values. Et là-dessus, c'est la NVA qui bloque, en fait. C'est ça, c'est un jeu un peu de donnant-donnant. Ce n'est pas un jeu. Écoutez, on a ici, je dirais, en Belgique, et malheureusement aussi à Bruxelles, des taux d'impôt qui sont les plus élevés du monde. Donc, on ne va pas solutionner notre problème de manque d'emploi en augmentant encore une fois les taux d'impôt. Alors, en matière de Bruxelles et de popularité à Bruxelles, le plus populaire à Bruxelles, selon un sondage de la Libre Belgique et de l'RTBF, le numéro 1, c'est Charles Michel, qui n'est pas bruxellois, et devant Didier Reynders, c'est Olivier Minguin, qui est son bruxellois. D'ailleurs, Olivier Minguin a raflé la 3e place à Jan Jambon. Et on se rend compte que le gouvernement bruxellois est assez loin dans ce classement. Gozoin est 12e, Vervoort est 22e, Céline Frémaux 74e. Comment ça se fait que le gouvernement bruxellois, vous êtes dans l'opposition à Bruxelles, comment ça se fait que le gouvernement bruxellois n'arrive pas à imprimer sa marque et son image auprès des Bruxellois?
Oui, au fond, ça ne m'étonne pas. Il y a deux choses pour moi qui expliquent la situation. Premièrement, naturellement, la façon de gouverner cette région. Il y a un manque de créativité, un manque d'énergie. On laisse un peu traîner les choses et de temps à autre donner beaucoup de discours dans la presse. Mais dans la réalité, je vois la réalité au Parlement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Deuxièmement, naturellement, il y a aussi la structure de la région. Malheureusement, il y a ici à Bruxelles, dans cette région, plus de 1100 mandats politiques. Ce qui veut dire que pour la population, comment faire la distinction entre tous ces mandats, tous ces gens, et naturellement, avec une telle structure, avec 50 institutions politiques dans cette région, c'est très difficile de laisser bouger les choses. Donc, pour moi, pour que ça change ici à Bruxelles, il faut d'abord commencer en réorganisant cette région. Alors souvent, et notamment le ministre-président Vervoort dit qu'il suffit de diminuer le nombre d'élus, diminuer le nombre de députés. Est-ce que vous êtes d'accord, côté flamand, qu'on diminue le nombre d'élus flamands au Parlement, comme on va diminuer le nombre de députés francophones? Je connais une bonne solution pour diminuer le nombre d'élus. C'est de faire une fusion de les 19 communes avec le Parlement. En faisant ça, donc au niveau régional, le Parlement régional, en fusant toutes ces institutions, on épargne, on diminue le nombre d'élus avec 500 personnes. Je crois que c'est une bonne solution. Et donc, les solutions que le ministre-président propose, ce sont quelques petites adaptations en diminuant 10 ou 15 élus dans le Parlement. Ce n'est pas ça qui va changer notre modèle de gouvernance ici, dans cette région. Mais si on fusionne tout, vous voulez garder une représentation fixe pour les néerlandophones? Ou bien ce sera vraiment à la proportionnelle? Mais je trouve ça très important parce qu'on est quand même ici la capitale de la Belgique. Et c'est important que les deux grandes communautés flamandes et francophones se retrouvent ici à Bruxelles dans un bon équilibre. Et c'est quoi un bon équilibre? Eh bien, je dirais que les deux langues et les deux cultures sont utilisées, sont, je dirais, instaurées dans cette région d'une façon égale. Donc 50-50. 50-50, et en tout cas, je dirais que ça permet à tous les habitants d'avoir des contacts avec les deux grandes cultures de la Belgique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Bruxelles a tellement changé. Est-ce que l'aspect francophone néerlandophone n'est pas un peu dépassé avec tous les étrangers qui vivent à Bruxelles et qui parlent d'autres langues, pas nécessairement le français ou le néerlandais? Oui, mais je vois au fond, avec tous les nouveaux Bruxellois, si je peux dire, là, moins de problèmes avec, par exemple, la culture et la langue néerlandaise que du côté des anciens Bruxellois. Merci Johan Van den Dries. Demain, je recevrai un autre invité. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.